Wittgenstein au sein de la music theory américaine. Donc, je suis mathématicien ou mathémusicien, si on veut. Donc, mathématicien théoricien de la musique. Je m'intéresse aux retombées, aux ramifications philosophiques de la formalisation mathématique de la musique, de la théorisation mathématique de la musique. Donc c'est une réflexion qu'on a menée, que je mène dans le cadre du séminaire Mamufy depuis des années, et je vous renvoie à ces volumes dont parlait François, à la lumière des mathématiques, à l'ombre de la philosophie, dans lesquels donc il y a un petit peu un premier essai de réfléchir au rapport entre mathématiques, musique et philosophie au sein donc de la tradition américaine. Je m'intéresse beaucoup à la set theory, à la théorie des ensembles, théorie musicale des ensembles, mais aussi à cette théorie au sens large, c'est-à-dire à la fois comme dans la démarche qui vient de Milton Babbitt, dont je parlerai un petit peu, d'Alan Ford, des théoriciens de la musique, mais aussi qui est prolongée par ce qu'on appelle les tournants transformationnels en musicologie, qui est donc David Hume et les autres théoriciens qui ont privilégié, qui ont mis au centre la notion des transformations, ont privilégié les transformations aux objets. Donc là, il y a vraiment, on est en plan dualité opératoire, objectale opératoire, qui est très cher à notre ami Horacio Vaggione et donc à Granger, et qui guidera aussi un petit peu certaines réflexions philosophiques. Alors, il y a aussi un volume qui nous a permis d'avancer, qui m'a permis personnellement d'avancer dans cette réflexion, auquel on a consacré la première séance cette année, qui est donc La musique et l'axiome, création musicale et néopositivisme au XXe siècle, de Nicolas Viel, qui va sortir prochainement chez Delatour, dans notre collection Musique Science, et qui pose un certain nombre de questions. Et c'est à partir de là que je suis parti. Donc je suis parti de cet ouvrage et de cette hypothèse. Donc il y aurait, disons, une double influence de Wittgenstein au sein de la tradition américaine, à la fois en ce qui concerne la position d'un musicologue qui était vraiment l'un des pionniers de la musicologie américaine, et dont je montrerai aussi toute l'influence au sein même de la set theory et de la théorie transformationnelle, qui est Charles Seeger, et l'autre qui est une vision très américaine des Schoenberg, finalement. C'est les Schoenberg qui a été réinterprété, formalisé par Milton Babbitt et poussé jusqu'à l'extrême, je dirais, jusqu'à la frontière, comme on dit, du pays fertile. Donc voilà, c'est un petit peu ces deux branches dont j'aimerais vous parler. Donc je commence un petit peu avec la branche droite, ici, qui est donc l'influence chez Charles Seeger, c'est musicologue qui est très important au sein de la tradition américaine. C'est aussi le plus simple, en fait, apparemment, parce qu'il suffit de lire cet article, ou le titre plutôt de cet article, c'est là où je suis parti. Parce que quand j'ai vu Tractatus Aestheticus Semioticus, donc je me suis dit, très bien, là on est plein Wittgenstein. Et d'ailleurs, ça commence bien, parce que ce dont on ne peut parler pourrait bien avoir été depuis longtemps dessiné, gravé, chanté ou dansé. C'est une sorte de pastiche que Seeger fait de la citation, de la proposition conclusive du traité, en disant que finalement, il n'y a pas que les langages. En fait. Il y a bien évidemment les activités qui ne peuvent pas s'appuyer uniquement sur le langage. Donc là, un petit descriptif de son entreprise dans la rédaction de cet article, qui reste assez hermétique. Donc je vous propose juste un petit survol, mais on voit bien en fait disons la position de Seeger, donc l'influence de Wittgenstein, et qui donc selon Seeger était un petit peu emprisonné dans les solipsismes linguistiques de la philosophie traditionnelle, mais qui en même temps tente de s'échapper, et il fut plus proche de s'échapper de ces bourbiers lingocentriques ou logocentriques
que n'importe quel autre auteur que je connaisse. Donc il y a une sorte de reconnaissance du fait que Wittgenstein ne peut pas être classé directement d'emblée parmi les représentants du cercle de Vienne, et parmi cette tradition néopositiviste. Donc il y a déjà un élément là qui est intéressant parce que Wittgenstein est interprété pour avoir un petit peu dépassé certaines restrictions épistémologiques qui sont chères à Carnap et aux autres membres du cercle de Vienne. L'article est très hermétique, très sec, un peu comme dans le style du Tractatus. Vous avez un certain nombre de propositions, dont je vous donne que les titres en fait ici. Et on l'a lu et relu ensemble aussi avec Antonia. Et le sentiment, c'est que c'est pas là où il faut partir pour bien comprendre la portée de Wittgenstein au sein de la pensée de Seeger et de la tradition américaine. Mais il y a quand même un élément, la proposition 22, embodiment, signification, représentation. Alors, embodiment, c'est difficile à traduire en français. Incarnation, peut-être, corporification, incorporation. Hein. Je pensais à corporification dans le sens de Vronsky, cité par Varese quand il dit que la musique est l'intelligence et la corporification de l'intelligence qui est dans les sons. Mais bon, il y a une problématique qui touche au sens cognitif, ça c'est sûr. J'en parlerai à la fin parce que c'est là où je pense qu'il y a une véritable influence de Wittgenstein au sein d'une certaine théorisation de la musique. Je me mets dans les vestes du musicologue. Okay. Comme ça, on n'a pas de conflit d'intérêts. Donc, l'incorporation ou l'embodiment se réfère donc à une correspondance, dit Seeger, à une correspondance maximale, une connectivité ou même voire une fusion de l'esthétique et des sémiotiques des langages, et dans ses composantes endo- et ectomiques, c'est-à-dire à l'intérieur des messages et à l'extérieur, d'une sémiotique externe. Et curieusement, la musique, les mathématiques pures et les systèmes tactiles des communications, c'est-à-dire la danse, la corporalité directe, sont les paradigmes de cet embodiment. Je trouvais curieux parce que, voilà, c'est peut-être, il faudrait les développer, je ne vais pas les développer, mais c'est un moment où, c'est, disons, une position où on voit bien que la musique et mathématiques pures peuvent être pris comme paradigme commun dans cette vision donc, de l'incorporification, de l'incorporation. L'article est presque ésotérique, hein. Il y a des schémas que franchement on a du mal à comprendre, donc je vous livre juste un schéma qui m'a fait gratter la tête plusieurs jours, et je prends la notice, la légende telle que Nicolas Viel l'a traduite dans son ouvrage: projection visuelle bidimensionnelle de la couverture de la potentialité communicationnelle totale du discours par les trois principaux modes d'utilisation, les modes logiques, les modes discursifs et les modes mystiques. On n'est pas très loin, un petit peu de la typologie des François, bien évidemment dans un autre contexte, mais quand tu parles des théories critiques esthétiques, et tu places un petit peu la mystique aussi dans l'esthétique, en fait, ça rassemble. Il faudrait voir, il faudrait discuter un peu plus. Mais ce qui est intéressant, c'est dans les 4 transformations simples possibles dans le processus compositionnel de tous les principaux systèmes de communication parmi les hommes. Curieusement, on voit la forme primaire d'une série, la rétrogradation, l'inversion, la rétrogradation inverse, sont comme forme finalement prototypique de la pensée. Donc là, il n'est pas en train de dire que ce sont les 4 formes des processus compositionnels en musique, mais véritablement dans les principaux systèmes de communication parmi les hommes. Donc il y a une espèce de position universaliste, je dirais, en ce qui concerne certaines structures. Là, on a les groupes de Klein, c'est très simple, à la base du sérialisme, à la base du contrepoint, dans les formes possibles d'un profil mélodico-rythmique. Mais à mon avis, ça va plus loin, parce qu'en fait, ça touche à des
vraiment une espèce de câblage, on dirait une implémentation de ces structures algébriques dans le cerveau et dans la façon de communiquer, en tout cas dans le processus de communication parmi les hommes. Alors c'est un schéma qui est absolument pas clair, hein, parce que voilà, d'abord je pensais qu'il y a des régions délimitées, etc. Mais donc mode logique, mode discursif, mode mystique. Il y a CS, ça veut dire common sense, et UCS, uncommon, common sense, les sens communs, non communs, c'est-à-dire une espèce de position paradoxale de Seeger par rapport, par exemple, à l'écoute d'un musicien expert. Hein, les sens communs d'un musicien expert, c'est les sens communs non communs. Donc c'est un schéma que, heureusement, j'ai retrouvé ailleurs, dans un autre article, Speech, Music and Speech About Music, le discours, la musique et les discours sur la musique, où on comprend un petit peu plus, parce que c'est ce qu'il appelait les modes logiques, modes mystiques, en réalité, c'est les modes raisonnés, le raisonnement, qui englobe la logique, les mathématiques, les sciences naturelles, les sciences sociales, la théorie de la communication, l'esthétique et les philosophies empiristes. On est bien solide à l'ombre d'une certaine philosophie, comme dirait François, et le mode affectif à droite, qui englobe la philosophie critique, l'idéalisme, l'empiriocriticisme, la littérature, la poésie, la mythologie, la religion, l'extatique. Et les modes discursifs, c'est-à-dire le parler sur la musique, correspond à une région d'intersection, au carré, ici au centre, où on peut un petit peu se positionner de façon plus ou moins balancée, plus ou moins équilibrée. Les points au centre, c'est le point idéal, dit Charles Seeger, c'est un peu le point utopique d'un équilibre complet entre composantes raisonnées et composantes affectives, irrationnelles, on pourrait dire. Mais chaque fois qu'on privilégie un certain entrée, une certaine portion du savoir, en fait, on se balade à l'intérieur de ces carrés. Donc, par exemple, il dit, quand je suis en train d'écrire cet article qui parle de la musique, mais donc avec des liens avec les mathématiques, les sciences naturelles, la pensée scientifique, je suis dans X, je suis ces points. Après, je peux bouger à Y si je suis plus affectif, irrationnel, mythologique, etc. Voilà, donc ça reste quand même assez ésotérique. Hein. Ce n'est pas le seul schéma qui est paradoxal et assez difficile à comprendre. Ici, vous avez une définition de la musicologie, dont j'ai essayé de donner une traduction en française, comme une étude discursive, aussi bien systématique qu'historique, aussi bien critique que scientifique ou scientiste, dont le champ est toute la musique de l'être humain, pris en soi-même et dans ses relations avec le monde extérieur, qui est cultivé par des étudiants individuels qui peuvent voir ces chants aussi bien comme des musiciens, donc c'est un musicien, on est à l'intériorité du musicien, qui est dans des termes définis par des spécialistes des domaines non musicaux, prenant certains aspects de la musique comme objet. Donc l'objectif est de contribuer à la connaissance de l'homme, aussi bien en termes culturels que dans ses relations avec l'univers physique. Donc en fait, il y a un élément S, un univers S qui est l'univers discursif, il y a l'univers M qui est la musique, il y a les I, sont les individus, hein, les étudiants, il ne faut pas oublier que c'est vraiment, l'idée c'est vraiment d'introduire la musicologie au sein de l'académie aux États-Unis, donc à faire devenir une discipline institutionnelle. Et quoi d'autre? La culture et l'univers physique, P. Et en fait, ces 5 schémas nous montrent que chacun est inclus dans l'autre. Okay. C'est paradoxal, mais c'est la vision de ce qu'il appelle les champs unitaires, une théorie du champ unitaire pour la musicologie, en se référant vraiment à la théorie des champs en physique. Alors, encore une fois, je pense que là, c'est pas là qu'on voit vraiment la portée et l'influence de Wittgenstein. C'est surtout, plutôt, en fait, dans ce qu'on pourrait appeler cette vision systématique de la musicologie qui remonte à Adler, à Guido Adler. Donc il faut vraiment avoir présent que le point de départ de la réflexion et de l'importation de ces modèles de musicologie systématique au sein de la tradition américaine est cette
c'est écrit fondateur sur les objets, Umfang, Methode und Ziel de la Musikwissenschaft, les méthodes et les objectifs de la musicologie, dans lesquels Adler postule pour la première fois l'existence d'une branche qu'il appelle musicologie systématique, une deuxième grande partie de la musicologie qui est basée sur la partie historique. Ça c'est intéressant, elle n'est pas dissociée en fait de l'histoire. Elle est ancrée dans la dimension historique, mais en fait, l'accent de l'observation réside dans l'analogie de la méthode musique à la méthode scientifique. Si vous regardez, donc c'est une typologie dans laquelle on retrouve l'harmonie, la rythmique, la mélodie, l'esthétique de l'art du son, de l'art des auteurs, donc Tonkunst, musikalische pédagogique, la pédagogie et la didactique, et la musicologie, ça il ne faut pas se tromper, c'est l'ethnomusicologie, mais surtout dans laquelle on a les Hilfswissenschaft, qui sont les disciplines auxiliaires. Et ça commence avec acoustique et mathématiques. Dissociés. Donc il y a bien une volonté chez Adler, et je pense que là, c'est ça qu'il faut retenir aussi chez Seeger, de différencier en fait deux phénomènes, phénomène acoustique et pensée mathématique. Autre a une série de disciplines auxiliaires, physiologie, psychologie, logique de la pensée musicale, c'est plutôt Riemann, la grammatique, pédagogique, esthétique, etc. Voilà, donc ça c'est une première entrée qui essaye de voir des possibles influences de la pensée de Wittgenstein au sein de la tradition américaine, en particulier de l'implantation de la musicologie en tant que discipline académique. Et l'autre, donc je passe à gauche maintenant, c'est ce qu'on pourrait appeler, donc avec un jeu de mots cher à François, les résonances entre Wittgenstein et Schoenberg. Et donc je propose un petit quiz, juste pour s'amuser un petit peu, parce que parfois on a difficulté à dire quelle citation est de Schoenberg et quelle citation est de Wittgenstein, pour montrer qu'en fait, contrairement à ce que tu penses, François, moi je pense qu'il y a des véritables résonances, et en tout cas je vais montrer quelle sorte de résonance on peut avoir entre donc, Wittgenstein et Schoenberg. Donc ça, la première est facile, j'appelle une série ce qui est ordonnée par une relation d'intervalle. Une série de formes. L'ordre de la série numérique n'est pas gouverné par une relation externe, mais par une relation interne. C'est qui? Oui? Schoenberg ou Wittgenstein? Je n'ai pas entendu quoi. Donc j'appelle une série ce qui est ordonné par une relation d'intervalle, une série de formes. L'ordre de la série numérique n'est pas gouverné par une relation externe, mais une relation interne. Je vous lis les deuxièmes. Je vous lis les deuxièmes. Les signes sont encore combinés l'un avec l'autre, même dans la tautologie et la contradiction, c'est-à-dire qu'ils établissent certaines relations l'un à l'autre, mais ces relations n'ont pas de signification, elles ne sont pas essentielles au symbole. Schoenberg. En fait, les deux sont Wittgenstein. C'était un piège. Oui, justement, comme je savais que la première, je me doutais. Mais voilà, c'est curieux, c'est intéressant, parce que parfois, on a vraiment l'impression que c'est Wittgenstein, c'est Schoenberg qui parle, alors que c'est Wittgenstein qui parle de la série, de la sérialisation comme procédé. Hein. Donc ça, c'est tiré d'un article très amusant de Célestin Deliège, où justement, il prend ces deux citations. C'est dans les années 30 que Wittgenstein parle de rail. Oui, et voilà. Bon, c'est les Tractatus. Ça, c'est les Tractatus. Hein, donc, c'est déjà la proposition 4.1252. Oui. Oui. Ah, ouais. Aïe. Voilà. Donc, comme quoi on peut se tromper. Hein, donc, ça, c'est La plutôt. première, c'était clair qu'elle était plus. Enfin, bon. Oui. Donc, ça c'est juste voilà, pour un peu amuser l'auditoire. Mais en même temps, faire comprendre que peut-être la question des passerelle entre Schoenberg et aux résonances, ou voire correspondance, parce que, et convergence, comme dirait Wright, dont je vais analyser un petit peu certains points, est complexe. Donc, bien évidemment, c'est là où je pense qu'on trouve des éléments dans l'ouvrage au fil du motif. Donc, quand Antonia et je pense Horatio, parce que ça c'est un extrait du dialogue entre vous deux, en fait. Vous dites les secondes Schoenberg, celui du dodécaphonisme strict, et à la logique de la musique, ce que les premiers Wittgenstein est à la logique du langage, alors que les secondes Wittgenstein est à la grammaire,
ce que le premier Schoenberg est à la tonalité. Donc il y a une espèce de croisement assez intéressant qu'on peut établir entre Schoenberg dodécaphonique, le Schoenberg atonal, le Wittgenstein du langage et le Wittgenstein de la grammaire. Et une série de points que sans doute Antonia va développer, du Wittgenstein du Tractatus au Wittgenstein des recherches, l'autonomie du musical, les contenus formels en musique, la notion de contenu formel, Helmholtz comme point théorique entre Hanslick et Schoenberg, et aussi une vision un lecteur un peu méconnu de Wittgenstein ici en France qui est Gargani, Aldo Gargani, qu'on a d'ailleurs accueilli au séminaire Mamuffi il y a quelques années, qui arrive même à proposer une vision constructiviste de Wittgenstein. Wittgenstein en tant que constructiviste au même titre que Schoenberg dans la musique, quand il parle des procédures constructives et techniques descriptives chez Wittgenstein et chez Schoenberg. Le contenu de l'intervention d'Antonia. Donc, j'ai cité James Kenneth Wright. Donc, je me suis plongé ces dernières semaines dans cet ouvrage qui est très riche et qui, voilà, vous voyez les titres, Schoenberg, Wittgenstein et les cercles de Vienne. Donc, métathème épistémologique dans la théorie de l'harmonie. Et en fait, je vous livre tout de suite la conclusion. Ça, c'est la conclusion à la fin. Les points de vue explicités dans la théorie de l'harmonie de Schoenberg ont une forte ressemblance avec ceux que l'on retrouve dans les Tractatus de Wittgenstein, publiés 10 ans plus tard. On peut même concevoir l'harmonielehre, donc la théorie de l'harmonie, comme un document qui anticipe les thèses du Tractatus, de même que celui-ci anticipe les développements successifs du positivisme logique, sans se restreindre justement au cadre simplement du positivisme logique. Dans un certain point de vue, on peut considérer que Schoenberg a effectivement réalisé les projets de Wittgenstein dans les domaines de la théorie de la musique et de l'esthétique. Il est certain que ses écrits constituent une très bonne approximation d'une véritable théorie wittgensteinienne de la musique. C'est difficile à traduire en français parce que qu'est-ce que ça veut dire Wittgensteinian Music Theory? Est-ce que c'est une théorie de la musique, une théorie wittgensteinienne de la musique, une théorie musicale wittgensteinienne? Là, c'est toute la discussion qu'on a au sein des Mamuffi entre théorie de la musique, théorie musicale, théorie mathématique de la musique, théorie mathématique de la théorie musicale, etc. On peut continuer ad infinitum. Et c'est là plus que tout ce que Wittgenstein aurait pu écrire. Donc c'est une conclusion assez frappante qui mérite d'être quand même un petit peu élucidée. Donc il y a, l'auteur propose 12 points de convergence entre Wittgenstein et Schoenberg sur 12 donc métathèmes épistémologiques que je vous livre ici, donc vous pouvez lire. Ça va de ce qu'il appelle les principes d'Icarus, l'universalisme de la résonance naturelle versus la musique atonale ou pentonale. Pourquoi principe d'Icarus? C'est simplement parce qu'il y a une sorte de... Voilà, dans les deux cas, en fait, on pense qu'il y a... C'est un terme mal choisi. Moi, je pense qu'il aurait pu choisir mieux, mais il y a en fait une espèce d'idée d'universel sous-jacente, qui est le langage dans Wittgenstein, qui est la résonance naturelle chez Schoenberg, mais en même temps, la possibilité, voire les désirs et voire l'envie d'explorer, de se brûler les ailes en explorant d'autres pistes, en s'approchant du soleil. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le prendre, vraiment, ces principes d'Icarus, vraiment en relation avec les mythes d'Icarus, mais est-ce qu'on se brûle les ailes si on s'approche trop de la tonalité, par exemple, vu comme soleil, ça peut être peut-être une explication. En tout cas, voilà, on a chez Schoenberg, et c'est clair, à la fois la conscience que les phénomènes de la résonance naturelle est un phénomène physique indéniable, universel, etc., mais en même temps, en tant que compositeur, on peut explorer d'autres pistes, et donc, en fait, il n'y a pas de fondements physiques du langage musical. C'est toute la discussion qu'il a eue et la grosse diatribe avec Schenker, qui croit qu'il y a un seul langage qui est le langage tonal. Et ainsi de suite. Donc je ne peux pas développer tous ces points, mais vous voyez une série de 12 propositions de convergence donc, qui mériteraient d'être bien détaillées. Je pointe uniquement deux, j'en en pointe deux, donc l'autonomie formelle des structures logiques et mathématiques et
la dernière, au début, était l'action. Donc, un peu les points de vue voilà, qu'il faut se mettre dans l'action, à la fois pour composer et aussi pour réfléchir. C'est le Faust de Goethe, ça, au début, voilà, c'était l'action. exactement. Donc, c'est repris le Faust de Goethe, comme on se disait dans l'échange qu'on a eu avec Antonia, pour bien comprendre, en fait, finalement, quelles sont toute la portée philosophique, parce que là, il y a aussi la guillotine de Hume, hein, dans la dichotomie entre être et devoir être, hein, qui est ici dans le troisième point, etc. Donc il y a tout un réseau, hein, qui est présupposé des concepts philosophiques qui voyagent à l'intérieur donc, de ces typologies de convergence. Ce qui m'intéresse, ce sont deux points. L'autonomie formelle des structures logiques en mathématiques, parce qu'effectivement, c'est un élément qui a été bien mis en évidence par les lecteurs américains, les musicologues américains qui ont réfléchi sur les côtés formalistes de Schoenberg, en privilégiant malheureusement parfois ces côtés au détriment d'autres aspects, parce qu'il faut dire que il faut bien voir les limites aussi de cette approche. Schoenberg était un formaliste relatif, probablement. Je ne sais pas si on peut définir comme ça en termes philosophiques, mais en tout cas, était une position bien différente de celle postulée par Milton Babbitt, qui prend les systèmes dodécaphoniques et les pousse en fait aux limites théoriques, dans ce qu'on voit ici, en privilégiant donc l'aspect qui vient en fait du positivisme logique, dans les écrits de Schlick, Neurath, Carnap et Wittgenstein. Ce sont donc les auteurs Benjamin Boritz et Edward Kohn de cet numéro Perspective of Contemporary Music Theory, qui a fait date. Je pense que est très important aussi parce qu'il s'insère dans un dispositif académique, l'université de Princeton, qui a été vraiment le centre de développement de la philosophie analytique aux États-Unis. Et c'est pas par hasard que c'est là où Milton Babbitt côtoie Carnap, Quine, Gödel. C'était une époque où il pouvait avoir des interlocuteurs pour mener à bien son projet de formalisation du système dodécaphonique. Et donc c'est Milton Babbitt, comme l'auteur le dit, qui est le premier en fait qui met l'accent sur la force en fait d'un système musical comme une construction théorique qui peut être en fait validée par une tradition, une expérience et une expérimentation. Donc on est en plein paradigme bien sûr logico-positiviste, mais pas seulement. Et c'est là où j'essaie d'amener un petit peu ma réflexion. Je pense que en fait, il y a toute une composante qui vient de la géométrie, des axiomes, qui est très importante et qui, donc, avant d'arriver si vous voulez, à Babbitt, il faut transiter par d'autres penseurs, qui sont Krenec, qui vraiment prend l'axiomatique hilbertienne, donc les fondements de la géométrie, comme point de départ pour fonder le dodécaphonisme. Il dit clairement, en fait, il y a un intérêt de la part du musicien de s'inspirer de l'approche axiomatique. Pourquoi ? Parce que les axiomes sont des libres propositions de l'esprit qui peuvent permettre aux musiciens de se libérer des lois irrévocables de la nature, consonance, majeure, mineure, etc. Et ça, c'est la seule façon de justifier un système artificiel comme le système dodécaphonisme qui ne se base pas sur la tonalité, sur la résonance naturelle. Donc ça, c'est ces moments qui, je pense, est absolument crucial pour bien comprendre finalement pourquoi Babbitt a postulé et arrivé à la théorie des groupes. Parce qu'il est passé par l'axiomatique de Krenec, donc une vision du dodécaphonisme via les axiomes, et en fait il a achevé, si vous voulez, ces cheminements par un postulant qui est un système dodécaphonique, un ensemble d'éléments, des relations, d'opérations sur les éléments. Et qu'en fait, on a besoin d'un groupe, des groupes de permutation, une table de multiplication. On a besoin de voir ça comme un groupe de Klein pour bien comprendre, Schoenberg. Alors ça, c'est bien évidemment... il y a des commentateurs qui imaginent un dialogue possible entre Babbitt et Schoenberg autour de ces questions. Ils n'ont jamais véritablement discuté. Est-ce que Schoenberg aurait pu accepter qu'on pousse si loin sa vision, son système,
Voilà, ça c'est en tout cas, voilà, là on a un premier élément, mais la chose intéressante, c'est que quand on formalise, et donc quand Milton Babbitt va formaliser un peu plus les systèmes dodécaphoniques, en fait, il va se retrouver à établir des théorèmes. Par exemple, celle-ci est l'un des théorèmes qu'on peut retrouver dans cet écrit de 1961, qui dit en fait que le système dodécaphonique est simplement contenu dans ces théorèmes, qui dit qu'en fait, étant donné une collection d'auteurs, la multiplicité d'occurrences de chaque intervalle détermine le nombre de notes communes entre la collection originelle et la transposition par cet intervalle. Ça, c'est quelque chose qui a été repris par David Lewin, formalisé, avec une équation. On a un égal avec deux côtés, deux symboles, mais qui en fait cache énormément de structures algébriques derrière, fonction d'injection d'un côté, fonction IFANC, fonction intervallique de l'autre côté. Et qu'est-ce qui est caché? Et toute la richesse, en fait, de voir les intervalles comme un élément d'un groupe. Qu'est-ce que c'est qu'un intervalle? C'est véritablement un objet, en fait, qui vit dans un groupe. Et à partir dans un ensemble, un groupe et une fonction intervallique, on peut caractériser plein des systèmes théoriques qu'on connaît, les systèmes, le tempérament égal, division de l'octave en 12 parties, les tonnettes néo-riemanniens, etc., comme ce qu'il appelle un système d'intervalle généralisé, avec une notion sous-jacente qui est celle d'action d'un groupe sur un ensemble. C'est un peu technique pour les mathématiciens, mais pour les non-mathématiciens, pardon. Mais voilà, c'est l'idée. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que maintenant, on ne réfléchit plus aux objets musicaux, mais on réfléchit à un espace dans lequel il y a des objets, mais dans lequel il y a des intervalles qui sont en fait des éléments d'un groupe, avec une fonction intervallique, et donc une action d'un groupe qui opère sur un ensemble. Et c'est là où en fait on a les premières implications philosophiques très intéressantes du dépassement du positivisme logique. Pourquoi? Parce que on peut partir, plutôt que partir de cette structure des Generalized Interval System, structure donc des systèmes d'intervalles généralisés, en fait, on peut partir d'une famille de transformations quelconque, donc éléments d'un groupe, et dériver une structure des Gs. Et donc, en fait, on a vraiment une dichotomie entre en fait, regarder la flèche intervalle que vous voyez ici à gauche, comme une mesure d'une extension entre deux points, et la regarder activement, comme fait un chanteur, un instrumentiste, un musicien, qui dit « je suis dans un point S, je veux arriver à un point T, quelle est la transformation, quelle est la transposition, quel est le mouvement que je dois opérer pour arriver dans le point final ». Donc c'est une intrication conceptuelle entre l'intervalle en tant qu'extension et la transposition en tant que déplacement à l'intérieur d'un espace. C'est très riche et ça va très loin. Bien évidemment, ça dépasse complètement les cadres du positivisme logique parce qu'en fait, on a maintenant le sous-jacent, le fait qu'on capture l'idée d'espace. Ainsi faisant, qu'est-ce que c'est qu'un espace? Ce n'est pas un espace, ce n'est pas une seule, il n'y a pas une vérité. En fait. Il n'y a pas un espace, il y a une variété d'espaces musicaux et nous avons l'intuition de ces variétés d'espaces et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, ces types d'approches peuvent aider à explorer l'une des intuitions qu'on a de cet espace et étudier la façon avec laquelle cet espace interagit, soit d'un point de vue logique, qu'à l'intérieur d'une œuvre musicale particulière. Donc, on voit le dépassement du positivisme logique et on voit qu'en fait, on arrive très vite à des démarches qui sont proches de la phénoménologie. Donc ça, on a discuté aussi avec Jean Petitot dans une séance en 2012, à laquelle je vous renvoie si vous voulez voir un petit peu les contextes. Mais alors, voilà, là, on est en plein primauté de l'action. Primauté de l'action mais inséré dans un dispositif théorique de formalisation, etc. Donc, on peut vraiment parler de démarches à la fois phénoménologiques, mais aussi structurelles, musique, d'où cette question que, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Alors, juste pour arriver vers la conclusion, les projets, c'est donc en fait, il faut commencer par repenser. Qu'est-ce que c'est qu'une structure? Repenser les structures et peut-être repenser aussi les cercles de Vienne. Carnap, un peu comme le propose Frédéric Patras, dans cet écrit qui part donc de l'Aufbau, de la construction logique du monde, pour en voir chez Carnap les précurseurs d'une approche structurale.
en mathématiques et qui va aussi vers la philosophie. Les concepts de structure, les descriptions des propriétés et descriptions des relations et les diagrammes des flèches comme représentation symbolique de la structure. Ça, c'est Carnap. Diagramme des flèches, c'est une théorie des catégories aujourd'hui, mais c'est Carnap déjà dans la construction logique du monde en 1928. Et donc, c'est un peu les projets que je vous livre et auxquels j'aimerais bien peut-être avoir une discussion avec vous. Repenser les structures dans leurs composantes géométrico-algébriques et éventuellement catégorielles, parce qu'on s'intéresse beaucoup à la théorie des catégories. Donc ici, on met ensemble les paradigmes de Félix Klein, donc les programmes d'Erlangen, si vous voulez, avec donc, l'épistémologie de Cassirer, qui voit donc, dans les concepts des groupes une clé d'entrée pour la perception. Avec Gilles Gaston Granger, cette dualité dont je pense Horacio va beaucoup parler dans son intervention, qui est justement capturée par la notion des groupes, qui réduit en quelque sorte son schéma opératoire les domaines envisagés, et également Jean Piaget, les derniers, les Piaget en fait, qui arrivent dans les années 90 avec les morphismes et catégories. Donc, repenser les structures dans leurs composantes géométrico-algébriques et catégorielles et les mettre en mouvement. Les mettre en mouvement à l'aide de la phénoménologie husserlienne. Et ça, c'est un peu ça fait écho à un certain nombre de questions chères à d'autres phénoménologues, comme Jocelyn Benoît, par exemple, qui reprend exactement cette façon de repenser les structures en termes des théories des catégories. Alors, juste pour arriver à la conclusion, ça va vers les sciences cognitives, je l'ai déjà dit au départ, et ce n'est pas par hasard que voilà, on peut s'intéresser, on l'a fait avec André Resman récemment, à une sorte de formalisation mathématique, catégorielle du processus créatif, la créativité. Je ne sais pas si Wittgenstein parle de créativité. Ça serait. C'est pas un mot qu'il utilise. Voilà, et c'est curieux parce que dans ces dispositifs que je vous ai présentés, même les champs unitaires de la musicologie chez Seeger, comme vous voyez ici, a des liens étroits avec en fait, cette vision des sciences cognitives, dans lesquelles donc on a les blendings conceptuels, mettre ensemble des objets, qui devient blending structurel dans une proposition de formalisation catégorielle, comme vous voyez ici, avec des flèches, des points d'objets, etc. Et que donc nous avons essayé de pousser vers donc une approche catégorielle à la créativité, à la fois en musique, en cognition et dans la théorie du discours. Je ne sais pas si Wittgenstein aura une place dans ces dispositifs, c'est peut-être à la fin de la journée qu'on saura un peu plus. Merci.